En ce moment à Dubaï, il y a un peu de tout et n'importe quoi qui se dit sur le marché. D'un côté, on a les gens qui font comme si tout allait bien. Dubaï cartonne, ça résiste, ça envoie des screenshots du nombre de transactions par jour, etc. Et de l'autre côté, on a des médias qui disent que tout va cracher, voire même des influenceurs qui expliquent que c'est la fin de Dubaï. Je trouve que c'est un peu compliqué d'y voir clair, j'imagine, pour les investisseurs. Et du coup, dans cette vidéo, ça m'a donné envie de donner mon avis de manière honnête et tranquille avec vous ensemble. Dans cette vidéo, je prétends pas tout savoir. Du coup, je vais juste donner mon avis sur quelle est la réalité brute de Dubaï. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement dans les mois à venir? Est-ce que je suis inquiet globalement sur la situation? Et est-ce qu'il y a des opportunités ou pas? Allez, let's go. Déjà, dans la réalité brute, je trouve que faut dire la vérité. Le marché, il est ébranlé. L'image de Dubaï souffre énormément. Pour tous, c'était une valeur refuge où il ne pouvait y avoir aucun risque, où il n'y avait aucune guerre, où tout était safe, c'était le symbole de la sécurité. Et là, du jour au lendemain, il y a des missiles qui tombent et des drones. Donc ce serait stupide de nier que c'est pas ébranlé. Il y a pas mal de gens qui sont partis, ça crée un climat anxiogène, il y a plein de personnes que ça met en doute, et franchement, c'est compréhensible. On perçoit, même chez les développeurs, les activités ralentissent. Il y a beaucoup moins de personnes qui achètent sur le off-plan. Et on y reviendra après, on perçoit des deals, des offres, etc. qui laissent penser effectivement qu'ils voient que le rythme ralentit et ils ont envie de booster les ventes. Sur le Airbnb, il y a une chute drastique et donc forcément ça a des impacts énormes et il y a très peu de touristes en ce moment sur Dubaï. Globalement, ça risque de freiner énormément la croissance de la population aussi qui était prévue sur Dubaï dans les années à venir. Donc voilà, je pense que faut le dire, c'est réel, c'est un réel impact et c'est un vrai test auquel fait face Dubaï, et c'est une vraie situation de crise. Maintenant, de l'autre côté, je vois des gens, en fait, qui rêvent de moins 40, moins 50, moins 60%, et j'avoue que sur le terrain, en fait, je vois pas le truc arriver. Et j'ai du mal à voir un crash énorme, en fait, du marché. Pourquoi? Déjà parce qu'en fait, sur le secondaire, pour échanger avec des experts, la plupart des gens, en fait, ils ont déjà payé leur bien. Donc, imaginez-vous, vous êtes à la place de quelqu'un qui a un bien à 250, 500 000 euros. Alors, ok, potentiellement, il peut perdre de la valeur, mais il peut toujours être loué et cracher de l'argent. Qu'est-ce qui va aller vendre ce bien à moins 30, moins 40, moins 50%? C'est impossible. Si des distress deals arrivent, ils auront peut-être, allez, moins 50, moins 5, pardon, moins 10%. Et ce sera sur des profils de personnes qui ont acheté il y a peut-être, allez, 6 ans et qui se disent que du coup, ils font un peu moins de bénéfices, mais ils ressortent et ils diversifient ailleurs. Sur le off-plan, pareil. Moi, je vois plein de gens qui viennent me voir et qui sur mes vidéos et qui me disent, Clément, je veux vendre et tout, j'ai peur, etc. Mais quand je leur dis combien tu veux vendre, mais il y a personne qui veut vendre en dessous du prix. Et quand je leur demande mais dans quelle situation tu es vis-à-vis de ton plan de paiement, je crois que j'ai eu que un cas aujourd'hui sur la totalité des demandes que j'ai où la personne m'a dit non, je suis vraiment pas bien, je me suis positionné sur trop de biens en même temps et je vais devoir revendre. Donc dans la réalité, je vois pas court terme des choses arriver comme ça avec des énormes discounts. En plus de ça, je vois que le marché il est beaucoup plus régulé qu'avant. Il y a quand même eu beaucoup moins de spéculation si on prend du recul et qu'on connaît le marché que dans les années 2008 où il y avait que 10% d'apport à mettre, on pouvait revendre 1 ou 2 semaines après. La seule exception que je vois sur ces cas-là, c'est effectivement, allez, dans 6 mois, 8 mois, si le conflit dure, des personnes qui avaient misé sur des plans de paiement 40-60 sur des zones ultra premium et qui ont pas de quoi payer, eux pourraient donner des deals, des distress deals, effectivement intéressants. Mais c'est un peu le seul cas que j'ai en tête. Après, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Le facteur clé un peu qu'on n'a pas en tête, c'est combien de temps ce conflit dure. À l'heure où je vous parle, en fait, je vois même bien voir un message passer de Trump qui dit qu'en gros, ça durera pas plus de 3-4 semaines. Mais bon, on peut plus se fier à rien aujourd'hui. Dans la réalité, je pense que dans ce genre de situation, la beauté aussi de l'immobilier, c'est que ça bouge pas super vite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sous 1 ou 2 mois, généralement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les marchés sont un peu attentistes et on est un peu dans cette période. Sous 3 mois, ça peut commencer un peu à bouger avec des effets sur les demandes de loyer, etc. Et sous plus de 6 mois, par contre, si ça dure et si effectivement on en est encore là, il peut y avoir des vraies corrections. Donc des corrections sur le marché secondaire avec des acheteurs qui négocient beaucoup plus parce que les loyers sont plus bas. Et potentiellement, comme on disait, des distress deals sur le off-plan. Le point important, en fait, c'est que la vraie data qui va nous donner un peu le pouls du marché, elle arrivera que dans, 2-3 mois. Parce que c'est que dans 2-3 mois qu'on verra les loyers réels, les transactions enregistrées. Car aujourd'hui, il y a un peu un décalage entre en fait les transactions que vous voyez aujourd'hui s'afficher et que les brokers vous envoient, c'est des choses qui ont peut-être été validées parfois 1 à 2 mois avant. Donc c'est pas relatif au contexte actuel. Ensuite, il y a un peu de scénarios qui s'offrent. Le scénario A, c'est ça se résout, ça se stabilise assez vite. Dans ce cas-là, il y a un impact temporaire. Il y a une baisse potentielle liée à la demande, mais pas un crash énorme. Et l'opportunité, elle est maintenant, un peu surtout sur le off-plan, puisque c'est le secteur qui est le plus à risque et où les promoteurs, on y reviendra après, ont le plus à perdre. Ceux qui ont déjà livré, qui ont déjà leur argent, qui ont déjà leur bien, au final, il y aura pas de quoi faire parce qu'en fait, ils attendront juste que ça passe. Et c'est vraiment du côté promoteur un peu qu'on aura les opportunités. Le scénario B, si ça dure longtemps, là, il y aura des opportunités pour ceux qui feront le pari. Après, la clé, ce sera à quel point Dubaï sera impacté et à quel point les gens seront à l'aise à acheter dans ce contexte. Mais concrètement, ce qui va se passer globalement dans les années à venir, en tout cas, c'est un avis. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des afflux de logements sur des zones telles que JVC ou Business Bay, couplés avec, en gros, potentiellement moins de personnes qui vont arriver sur Dubaï dans les prochaines années, couplés avec peut-être une baisse du Airbnb si ça dure et du coup un afflux de logements d'Airbnb dans la location longue durée.
durée et du coup une tension sur ces quartiers et potentiellement une baisse de rendement. Est-ce que ça fera une baisse des prix? Pas sûr. Franchement, pour avoir étudié la totalité des crises, on va faire une vidéo dessus. Les rendements sont pas toujours liés au prix. Je sais que ça va choquer des gens, mais en fait, les prix bougent une fois que les rendements sont proches de 5%. Mais tant que les rendements ils sont entre 6, 7, 8, il n'y a pas de gros changements. Ce qui est surtout intéressant dans cette période, c'est de voir un peu comment les gens réagissent. Et au final, je trouve qu'il y a un peu une sorte de courbe d'adoption, un peu comme on voit avec les startups, vous voyez, avec un peu les early adopters, les gens confirmés et les nouveaux. En fait, les spectateurs qui regardaient de loin, sur lesquels c'était leur premier invest, qui en entendaient parler, qui étaient victimes un peu de la fame de Dubaï, qui avaient entendu des gens en acheter, pour eux, c'est beaucoup d'argent d'investir à Dubaï et qui n'étaient pas spécialement convaincus. Je pense que ceux-là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre et ils ne verront pas l'opportunité d'acheter et c'est normal. Ça représentera un trop gros risque pour eux. Et globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendront que le marché se calme, quitte à acheter dans une période de croissance à nouveau, quitte à surpayer. Mais en tout cas, ils attendront d'avoir plus de sécurité et plus de garanties que Dubaï pour acheter. Ça, c'est ma lecture. Et du coup, ça va forcément baisser une énorme partie du marché qui arrivait. La deuxième partie, c'est pas les early adopters, c'est un peu les convaincus. C'est des gens qui sont déjà convaincus par Dubaï. Potentiellement, ils ont déjà un bien ou ils avaient déjà investi. Et eux, le ressenti que j'ai, c'est qu'en fait, ils vont juste évaluer le gain vs risque. Ça va être un arbitrage un peu rationnel. C'est des gens qui globalement sont convaincus par Dubaï, mais qui globalement ont peur du contexte actuel. Et en fait, ce qu'il faudra voir pour eux, c'est à quel point ils évaluent le risque. Je pense que ce genre de personnes, s'ils trouvent des opportunités où ils se disent non, je connais le marché. Là, je suis en train de toucher un one bed au prix de 2020 avec un plan de paiement de dingue sur un top promoteur. Non, là, je sais qu'il faut y aller. Ces gens-là, en fait, ils auront une lecture du marché où ils sauront un peu reconnaître selon leurs critères les deals et ils iront. Donc, je pense qu'ils resteront, mais à certaines conditions. Et après, il y a les early adopters, c'est-à-dire les gens qui ont déjà investi, qui croient en Dubaï, qui sont totalement persuadés du fait que la gestion elle est exceptionnelle, que l'histoire va être réécrite en fait, et que dès qu'on sortira de ça, tout le monde dira ok, Dubaï, même pendant la guerre, au final, il y a eu quasi aucun mort. Ça a accueilli plus de missiles que toutes les villes confondues. Et au final, les assets de toutes les personnes du monde ont été sécurisés. Et ces gens-là, effectivement, eux, là, dans la période actuelle, ils vont vouloir se positionner et doubler. À noter qu'aucun d'entre eux a spécifiquement raison. C'est juste chacun, en fonction de sa situation actuelle et du risque que ça représente pour eux, à la fois au niveau de l'enveloppe et au niveau de leur ressenti, forcément prennent des choix différents qui se respectent. Après, est-ce que je suis inquiet ou pas? Dans la réalité, je suis pas spécialement inquiet. Je vois ce qui se passe, je prends conscience du truc, mais étant donné que les clients qu'on a accompagnés, c'était plutôt sur des projets un peu qualitatifs, un peu recession-proof, sur des top promoteurs dans des bons emplacements, le seul risque que je vois, c'est qu'ils loueront peut-être un peu moins cher, mais que ça passera. Et globalement, je suis assez serein parce que j'ai pas fait acheter des choses à des gens qui n'étaient pas capables de payer. Donc en fait, ils ont une belle diversification et ils sont en sécurité. La deuxième chose qui fait que je suis pas inquiet, c'est qu'en fait, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui sont à l'affût. Et du coup, c'est du qualitatif, parce que à l'échelle de Dubaï, je représente rien, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens, qu'au final, les fondamentaux de Dubaï n'ont pas changé dans certaines têtes, que le fait que dans leur tête, ils savent que c'est ultra bien positionné de manière internationale, qu'il y a un gouvernement extrêmement efficace, qu'il n'y a pas d'impôts, que la liquidité, elle est supérieure à n'importe quel autre marché, que les destinations concurrentes, au final, elles ont toutes des points négatifs que Dubaï n'ont pas, et du coup on voit quand même des gens qui sont à l'affût, beaucoup, et le marché shift d'ailleurs à ce niveau, où le but c'est d'aller trouver ces opportunités pour ces gens-là, là où avant c'était juste d'avoir des gens au téléphone qui souhaitent acheter et de les guider vers de l'achat. Et donc en fait ce qui me fait réaliser ça, c'est que ce qui me rassure c'est ça, c'est cette sous-demande de personnes qui sont à l'affût et qui croient en Dubaï. Et c'est le fait que ces gens-là, je les vois, par exemple pour en avoir eu un aujourd'hui, il y en a qui ont des problèmes en fait sur d'autres destinations où ils arrivent pas à sortir leur argent, où la devise est faible, du coup ils cherchent à tout basculer sur Dubaï. Et donc je perçois que pour un type de personne qui n'est pas tout le monde, mais en tout cas des multi-investisseurs par exemple un peu partout dans le monde, ou des gens qui ont de l'argent, j'en sais rien, en Algérie, au Maroc ou dans d'autres endroits, Dubaï est un endroit qui reste quand même intéressant et qui a des fondamentaux intéressants pour eux, pour des gens qui ont cette vision après moyen terme et long terme. Donc Dubaï en fait elle dégringole dans le classement, faut dire la vérité, mais par contre je vois qu'elle reste un endroit clé et qu'en fait c'est qu'une question de à quel point un nouveau deal peut apparaître et peut être intéressant pour que les gens achètent. Et d'ailleurs, bien que je sois inquiet, il y a un peu une partie de moi qui est excitée à l'idée du nouveau cycle dans lequel on va aller, et c'est assez intéressant de voir à quel point toutes les cartes vont être abattus. Donc déjà, il y a un premier truc, il y aura peut-être moins de deals, ça va faire un énorme ménage parmi les brokers, il y aura un énorme gain à rester sur le marché dans cette période, donc ça c'est super intéressant. Deux, ce que je trouve intéressant, c'est il y a un peu une opportunité unique en ce moment où les promoteurs ils sont dans une situation de faiblesse parce qu'en fait, il y a eu 4 années où ils ont lancé, ils ont un énorme stock de biens là, ils sont un peu enflammés, ils savent que ça va ralentir dans les années à venir et du coup ils sont en train de faire des offres pour liquider leur stock et puis après ils arrêteront de faire ces offres et ils ralentiront juste le nombre de projets et du coup ça fait qu'on a des deals où je vois qu'on peut gagner 2 ans
sur le marché, c'est-à-dire avoir des prix d'il y a 2 ans ou avoir des plans de paiement ultra flexibles sur des projets qui au final ont des dates lointaines qui nous dérisquent sur la situation actuelle. Donc je trouve qu'il y a des opportunités. Le premier point pour moi qui m'excite, c'est que je vois qu'il y a des opportunités intéressantes. C'est le premier truc. La deuxième chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a l'opportunité d'aller sur des plans de paiement qui vous dérisquent. Je la fais simple, mais sujet de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui veut acheter sur une destination premium type Dubai Island, là où avant il devait payer en 60-40, peut-être il peut négocier un 35-65, et je trouve que c'est intéressant dans le sens où donc tout dépend des projets, mais sur certains projets c'est livré dans 3 ans, donc ça dérisque complètement, ça permet d'acheter du premium en mettant très peu, en immobilisant très peu d'argent, et d'avoir un truc livré une fois que la situation est stable. Et pour le cas d'un petit budget, ce que je perçois, c'est que là où quelqu'un se serait mis, on va dire tout simplement le couteau sous la gorge avec un projet avec des échéances de paiement extrêmement haute et un apport élevé, et bah là potentiellement il peut avoir le même projet livré dans 2-3 ans, donc sur pas prendre de risques, mais avec des mensualités beaucoup plus faibles qui font que dans la vie de tous les jours c'est pas très grave au final si ce bien n'envoie pas autant de rendement que prévu. Le troisième point, c'est un peu l'évolution structurelle du marché. Vu qu'il va y avoir moins de demandes, je pense que les promoteurs ils vont avoir tendance à faire moins de projets premium. Du coup les projets premium qui restaient là vont devenir beaucoup plus rares, tout simplement parce qu'en fait vu qu'il y a moins de demandes, ils prendront beaucoup moins de risques à aller acheter des plots qui coûtent cher pour faire des gros projets. Il y a beaucoup moins de gens qui seront à l'aise à mettre beaucoup d'argent. Par contre, je pense qu'il y a des promoteurs qui vont aller chercher des terres éloignées. Genre, je vois Imtiaz, ils ont racheté énormément de terres à Jebel Ali, et je pense que ça risque de donner place à des projets avec des top promoteurs dans des emplacements lointains, mais avec des prix très très bas, qui peuvent être des choses intéressantes, mine de rien, pour des acheteurs, surtout si c'est des livraisons lointaines. Maintenant, la vraie question, c'est quelle est la meilleure façon d'acheter dans le contexte actuel? Je pense que le discours qu'on va entendre énormément auprès des brokers, des grosses agences, ça va être sécurité, 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 acheter un promoteur gouvernemental, toutes les choses comme ça. La réalité, c'est que je pense que ce sera pas noir ou blanc. L'enjeu, ça va plus être de guider les gens vers le meilleur achat, ça va être de sourcer les meilleurs deals avec une vraie étude. Ça va être d'aller dans le détail du prix au mètre carré, de l'étude du promoteur, de l'analyse du quartier, et de challenger un peu les hypothèses. Est-ce que vraiment Ellington, ça résiste aux crises? C'est ce qu'on va voir. Et ce sera aussi toujours de réfléchir à 2 ans. Dans 2 ans, concrètement, quel sera le marché? Je donne 2 exemples un peu de pensée un peu totalement inverses, mais qui vont arriver. Tout le monde va dire que JVC est naze dans les années à venir, parce qu'il y a beaucoup de livraisons qui vont arriver, mais dans la réalité, potentiellement, les projets que vous allez acheter, vu qu'ils sont livrés dans 2-3 ans quand le marché aura recouvré, est-ce que ce sera vraiment le cas? Pareil, dans le contexte actuel, tout le monde dira que Dubai Island, c'est une zone spéculative, et c'est vrai, on l'a vu dans les crises, c'est globalement les zones qui souffrent le plus, mais en même temps, ce qu'on verra, c'est que globalement, dans les années à venir, ce seront les unités les moins lancées, les projets premium. Est-ce que du coup, c'est pas les choses qui remonteront le plus et qui prendront plus de valeur après? Sur, bien entendu, les projets premium, du acceptage, etc. En fait, je trouve qu'il faudrait être très fin dans l'analyse, prendre en compte les conclusions de ce qui a bien marché, pas bien marché dans les crises, et s'adapter surtout aux offres actuelles du marché, à ce qu'il y aura des offres qui vous feront reconsidérer certains paramètres et qui seront intéressants. Pour conclure, je trouve que voilà, faut dire la vérité. C'est globalement une crise que traverse Dubaï. Faut dire la vérité aux gens qui espèrent des trucs de dingue aussi. Ça n'arrivera pas. Je sais que vous allez être déçus, ceux qui critiquent, mais il y a très peu de chances que des choses comme ça arrivent. Dans la réalité, je suis inquiet parce que l'image de Dubaï a été ébranlée, mais je suis pas spécialement inquiet dans le sens où je perçois une forte demande malgré tout de personnes qui cherchent toujours à acheter. Et pour finir, je suis assez intéressé par ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de s'écrire, et les opportunités que je vois, que j'avais pas vues depuis 2 ans en fait à Dubaï, et qui, avec moi l'historique que j'ai, me font réaliser à quel point le moment qu'on vit, il est intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord? Soyez honnête avec mon analyse. Est-ce que vous pensez que je suis trop biaisé et que du coup je crois trop à Dubaï et qu'en vrai ça va pas se passer? Est-ce que vous pensez pour vous que l'opportunité c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Et quel type de sujet vous aimeriez que je traite sur ce sujet?